Bonjour à tous, je suis très heureuse d'avoir été invitée aujourd'hui. Je vais vous présenter les avancées de la recherche concernant les TSA, les troubles du spectre de l'autisme. Avant de commencer ma présentation, je vais juste vous présenter Learn Enjoy, la société dont je fais partie. Learn Enjoy, c'est un projet basé autour de 3 grands axes. Le premier, ce sont les applications qui sont conçues comme des outils pédagogiques. Le deuxième, c'est la formation et la supervision. Et mon collègue Olivier Bourgueil, en charge de cet axe, vous fera une présentation cet après-midi. Et le troisième axe, c'est la recherche. Et je suis responsable de cette partie recherche. Voilà. Avant de commencer, je voulais préciser que la présentation d'aujourd'hui, elle ne sera pas du tout exhaustive. Et pour vous donner un exemple, j'ai tapé autisme dans PubMed. PubMed, c'est l'outil de recherche bibliographique des chercheurs. Et on obtient presque 30 000 résultats. Donc 30 000 articles scientifiques sur l'autisme. Aujourd'hui, je vais vous présenter qu'une toute petite partie de ces articles. Donc ça sera forcément une vision donnée de la recherche à un moment donné. Donc ça sera forcément incomplet. Voilà, pour vous montrer le plan de ma présentation, j'aborderai d'abord les définitions et les chiffres clés des troubles du spectre de l'autisme. Puis, je vous présenterai quelques grandes théories cognitives. Et puis après, nous verrons comment tenir compte de ces spécificités des personnes avec autisme dans la vie quotidienne. Alors, tout d'abord, un bref historique. On parle d'autisme depuis 1943. À cette époque, Kanner suit un groupe d'enfants depuis 5 ans. Et il va décrire pour la première fois l'autisme infantile. Donc c'est un groupe de 11 enfants qui présentent un désir très fort de solitude et d'absence de changement. Et jusque-là, on considérait l'autisme comme l'un des symptômes de la schizophrénie. La schizophrénie, je ne sais pas si vous le savez, mais elle se distingue par des symptômes qu'on va dire positifs, qui sont les délires et les hallucinations, et des symptômes qu'on dit négatifs et qui s'apparentent, c'est vrai, un petit peu à l'autisme dans la mesure où ces personnes peuvent présenter un désir de solitude. Mais en 1943, c'est la première fois que Kanner identifie l'autisme comme un symptôme à part entière. Et la particularité, c'est qu'il va insister sur le fait que l'autisme est là d'emblée. Il n'apparaît pas comme la schizophrénie autour de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Donc c'est pour ça qu'il va utiliser l'appellation d'autisme infantile. Et quasiment en parallèle, en 1944, Asperger va décrire un groupe de 4 enfants au profil assez similaire, c'est-à-dire qu'ils présentent eux aussi un retrait social, un intérêt marqué pour certains objets ou certains sujets, et une résistance au changement. Mais contrairement au groupe de Kanner, ces enfants ne présentent pas d'altération ou de retard du langage. Alors, il aimait bien les appeler ses petits professeurs, parce que ce groupe d'Asperger aimait bien parler des sujets qu'ils affectionnaient en détail et pendant de longs moments. Et ce qui est assez amusant, c'est que parmi le groupe suivi par Asperger, il y avait un certain Fritz qui est devenu astronome, professeur d'astronomie par la suite, et qui a corrigé une erreur que Newton avait faite et qu'il avait repérée dans ses travaux lorsqu'il était enfant. Et Asperger est mort bien avant qu'on utilise le terme syndrome d'Asperger pour décrire ses enfants, parce qu'il avait écrit ses travaux en allemand et ça a mis beaucoup de temps à être traduit en anglais. Alors maintenant, je vais aborder la définition des troubles du spectre de l'autisme d'après le DSM-5. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le DSM? C'est le manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux. C'est l'ouvrage de référence utilisé par les médecins et par les chercheurs, et il est publié par la Société américaine de psychiatrie.
Alors pourquoi un ouvrage de référence? Parce qu'il faut qu'on soit sûr qu'on parle tous de la même chose. C'est déjà très compliqué avec la même définition de s'accorder sur les diagnostics. Donc il faut au moins qu'on parte de la même définition. Alors, il y a eu 5 versions du DSM, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le DSM-5. Et dans ces 2 premières versions, en 52 et en 68, l'autisme n'apparaissait pas en tant que tel. Il était encore décrit comme un symptôme secondaire de la schizophrénie, même si Kanner avait compris déjà que c'était 2 choses différentes. Et c'est que depuis 1980 que c'est un symptôme à part entière, qui a été d'abord appelé trouble global du développement, et puis ensuite trouble envahissant du développement. Et maintenant, on parle des troubles du spectre de l'autisme. Alors, vous avez dû souvent entendre parler de la triade de symptômes, et là, je vous présente à l'écran 2 grands groupes de symptômes. Les troubles des interactions et de la communication sociale, et les comportements et les intérêts répétitifs et stéréotypés. Alors en fait, si je ne vous présente pas 3 groupes de symptômes, c'est parce qu'auparavant, on avait mis les troubles des interactions et les troubles de la communication sociale dans 2 catégories séparées. Et maintenant, on les a réunis, donc c'est plus vraiment une triade, mais c'est 2 grandes familles de symptômes. Alors, qu'est-ce que nous dit le DSM-5 concernant les troubles des interactions et de la communication sociale? Alors, dans les critères que je vais vous donner, il ne faut pas forcément qu'ils soient tous présents chez la personne, mais que la majorité soit présente. Donc, parmi ces troubles des interactions, on peut trouver un déficit dans la réciprocité socio-émotionnelle, un déficit dans les comportements de communication non verbale, et dans le développement, le maintien et la compréhension des relations. Concrètement, comment ça va se traduire? Ça peut être par exemple de l'écholalie, c'est-à-dire le fait de répéter de façon inadaptée ce que vient de dire l'interlocuteur, ce qui empêche toute conversation, ou le fait d'éviter le regard, par exemple. Ensuite, concernant les comportements et les intérêts répétitifs et stéréotypés, le DSM nous dit que ça peut se traduire par des mouvements moteurs et par l'utilisation d'objets ou des vocalisations qui vont être répétitives ou stéréotypées. Ça va être également l'insistance sur la similitude et la résistance au changement, des intérêts très restreints et figés qu'on connaît bien chez les personnes avec autisme, et des réactions inhabituelles aux stimuli sensoriels ou un intérêt inhabituel pour les aspects sensoriels de l'environnement. Ça, c'est un ajout très récent dans le DSM-5. Auparavant, ça n'y figurait pas. Et concernant ces troubles de la sensorialité, ils concernent entre 69 et 95% des enfants avec TSA, donc une très grande majorité d'entre eux. Et ça va se traduire par une hyper ou une hyporéactivité aux stimuli sensoriels. Et puis ça peut être chez la même personne une hyperréactivité puis une hyporéactivité ou l'inverse. Je vais vous passer un petit film de l'association britannique National Autistic Society qui vous présente le vécu d'une personne avec autisme dans un environnement du quotidien. Et j'ai choisi de passer ce film parce que je le trouve assez bien fait. Voilà, c'est un film qui illustre comment les stimuli sensoriels peuvent submerger la personne avec autisme et comment elle peut détecter le moindre changement de l'environnement que nous, on considère comme non pertinent et qu'on va facilement mettre de côté.
et la personne avec autisme, elle, ne va pas en être capable et ça va gêner sa vie au quotidien. Alors, qu'est-ce que nous dit le DSM-5 en plus de ces définitions? Elle nous dit que les troubles du spectre de l'autisme apparaissent de façon précoce, c'est-à-dire aux alentours de 18 mois. Les symptômes entraînent des déficits importants au point de vue clinique dans les domaines social, professionnel ou dans d'autres domaines de fonctionnement. Et les troubles observés ne sont pas justifiés par le handicap intellectuel ou par un retard général du développement. C'est deux choses bien différentes. Et le DSM-5 préconise d'évaluer en parallèle d'éventuelles causes génétiques, d'évaluer le niveau de langage, les déficits cognitifs et une éventuelle comorbidité. On sait par exemple que les personnes avec TSA souffrent plus d'anxiété, 30 à 40% d'entre elles souffrent d'épilepsie et presque 70% d'entre elles présentent des troubles gastro-intestinaux. Donc c'est important d'identifier ces troubles pour pouvoir compléter le diagnostic. Donc en bref, on voit que sous une même catégorie, les troubles du spectre de l'autisme, on a des profils variés. Et une personne avec TSA, pour un âge chronologique donné, va pouvoir être verbale ou non verbale. Elle va pouvoir manifester ou non des stéréotypies et présenter ou non une déficience intellectuelle. Donc on comprend que sous une même catégorie de troubles, on a des profils multiples. Alors, au niveau des avancées scientifiques, je vais vous présenter ce que l'on sait et ce que l'on ignore, et vous allez voir que malheureusement, on ignore encore beaucoup de choses. Alors, ce que l'on sait, c'est que c'est un trouble du développement qui est sous-tendu par un trouble du développement cérébral. Ce que l'on ignore, ce sont les relations exactes entre les troubles cérébraux, cognitifs, sensoriels, moteurs et comportementaux. Donc, en gros, on ignore quasiment tout. Alors, quelques chiffres sur les troubles du spectre de l'autisme. Tout d'abord, la prévalence. On voit ici un graphique où on voit qu'en 1975, la prévalence était de 1 cas pour 5000. Et puis, en 2009, on est à 1 cas pour 110. Donc la prévalence a plus que décuplé depuis 40 ans. Ce qui est très étonnant, et je pense d'ailleurs que les chiffres plus récents sont encore plus importants. Et en Corée du Sud, il y a une étude qui, elle, avance un chiffre de 1 cas pour 38. Donc ce qui est énorme. En gros, ça serait 1 cas dans chaque classe à l'école. Alors, pour les chercheurs qui ont publié ces chiffres très importants en Corée du Sud, c'est pas tant que la Corée du Sud en elle-même présente une plus forte prévalence, mais c'est le fait qu'eux ont porté une large attention aux personnes qui, en temps normal, n'auraient pas été détectées comme étant des personnes avec TSA. Et donc pour eux, c'est plus que la prévalence, de manière générale, est largement sous-estimée dans les autres études. Alors pourquoi cette très forte augmentation de la prévalence? Alors tout d'abord, parce qu'il y a des enfants qu'on aurait catégorisés avant comme des enfants avec retard mental. Et aujourd'hui, on les met dans la catégorie des troubles du spectre de l'autisme. Donc il y a tout un report de ces enfants qui changent de diagnostic. Ensuite, il y a une meilleure connaissance du grand public et des cliniciens, donc ce qui va améliorer le taux de diagnostic. Il y a aussi un meilleur accès aux soins. Pour vous donner un exemple de l'impact de cet accès aux soins, il me semble que c'est dans les années 80, à Hollywood, on avait constaté qu'on avait 4 fois plus de chances d'être diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'autisme que dans le reste de l'État. Les chiffres étaient tels qu'on s'est demandé s'il n'y avait pas quelque chose dans l'eau qui était toxique et qui entraînait cette plus forte prévalence. Et au final, on s'est rendu compte qu'en fait, non, le système d'eau alimentait d'autres régions qui, elles, n'avaient pas la même prévalence. En fait, c'est simplement qu'à Hollywood, on avait plus de structures de détection et de prévention.
donc plus de cas diagnostiqués. Les gens étaient plus au courant. Par exemple, si on savait qu'un voisin avait un enfant avec TSA, on pouvait plus facilement en parler à un membre de notre famille si on observait la même chose autour de nous. Et donc, globalement, c'est cet effet qui a créé la hausse de la prévalence. On estime aussi que 10% de cette hausse est due à une augmentation de l'âge des parents. Dans les sociétés actuelles, les gens ont des enfants de plus en plus tard et ça pourrait jouer légèrement sur l'augmentation de la prévalence. Mais malgré tout, sur le graphique derrière moi, vous voyez qu'on ignore complètement pourquoi on ignore la moitié de cette prévalence, de cette hausse. On ne sait pas l'expliquer. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage d'Arte hier soir sur l'origine bactérienne, enfin la possible origine bactérienne des TSA. C'est un très beau reportage qui est visible en replay. Alors, il est très intéressant. Moi, je ne suis ni microbiologiste, ni gastro-entérologue, mais c'est une piste qui pourrait être intéressante. Alors, quelques chiffres autour des TSA. Tout d'abord, le retard mental. Jusqu'à récemment, on l'estimait à 80%. Et une étude de 2006 postule que ce chiffre serait très largement surestimé et que le taux de retard mental serait de 40 à 55% des personnes avec TSA. Et pourquoi ce chiffre serait surestimé? Parce que chez les personnes sans déficience intellectuelle, le diagnostic serait moins bon, parce que cette personne serait plus en capacité de compenser leurs difficultés. Ensuite, concernant le sexe ratio, il est de 4 garçons pour une fille et il est modulé par le degré de déficit cognitif. Donc, il est plus élevé dans les formes d'autisme sans retard mental, dans lesquelles on compte 5,5 garçons pour une fille, et il est un peu plus faible pour les formes d'autisme avec retard mental, où il est de 2 garçons pour une fille. Et là encore, on ne sait pas l'expliquer. Au niveau des causes biologiques, on sait que la génétique est impliquée, et pour faire ces études sur les aspects génétiques, les jumeaux, les vrais jumeaux notamment, sont des sujets d'études très très précieux pour les chercheurs. On a observé que lorsqu'on a un frère jumeau qui présente un TSA, on a 60 à 90% de chances d'être aussi une personne avec TSA. Donc ce qui indique qu'il y a une forte cause génétique, mais que la génétique n'implique pas tout, puisqu'on a 10 à 40% de chances de ne pas être autiste en ayant un jumeau avec autisme. Et le risque de présenter une forme d'autisme est plus élevé pour les frères et sœurs d'un enfant avec autisme comparé au risque existant dans la population générale. Donc ça indique bien qu'il y a une cause génétique dans l'autisme, mais pourtant, aucune des mutations identifiées n'explique à elle seule plus de quelques cas pour 1000 ou pour 10 000. Donc c'est infime. On est vraiment très loin d'avoir identifié le gène ou les gènes qui sont impliqués dans l'autisme. Et la large variation des profils suggère plutôt des combinaisons distinctes d'anomalies génétiques. L'autisme serait plutôt une maladie multigénétique qui impliquerait des variations de plusieurs gènes. Il y a également des mécanismes épigénétiques qui sont en jeu. Ces mécanismes épigénétiques, ils résultent de l'influence de facteurs environnementaux sur l'expression ou l'activité de gènes sans modifier la séquence d'ADN. Donc, la séquence d'ADN est exactement la même, mais juste les gènes ne vont pas s'exprimer de la même façon. Et ces mécanismes épigénétiques, ils vont résulter de facteurs environnementaux comme l'alimentation, la pollution ou des agents chimiques, par exemple. La méthylation de l'ADN, c'est l'un des processus épigénétiques qui ont été identifiés, et elle a pour conséquence d'inactiver le gène en bloquant son activité de transcription. Et là encore, des études sur des vrais jumeaux ont été faites,
Donc c'est très intéressant parce que ces vrais jumeaux ont exactement la même séquence d'ADN. Et on a observé que le nombre de sites de méthylation de l'ADN est associé à la sévérité des symptômes autistiques chez ces jumeaux. Donc chez ces personnes au même génome, les mécanismes épigénétiques étaient associés à la sévérité des symptômes. Donc on comprend que les TSA sont expliqués par des causes génétiques et environnementales qui sont aujourd'hui en très grande partie inconnues malheureusement. Je vais vous présenter maintenant quelques théories cognitives qui visent à expliquer les particularités de fonctionnement dans l'autisme. Vous verrez que certaines sont centrées sur les aspects sociaux et d'autres sur la résistance au changement et les comportements restreints. Alors pourquoi cette dissociation? C'est parce que les chercheurs ont du mal à réunir ces deux aspects. On verra qu'il y a certaines théories unificatrices qui sont apportées aujourd'hui. Pour l'instant, on ne sait pas encore si elles sont validées. Et pour l'instant, aucune des théories que je vais vous présenter ne permet d'expliquer l'ensemble des symptômes observés chez les personnes avec TSA. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter la théorie d'un déficit de théorie de l'esprit. Ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est la capacité à attribuer un état mental à autrui. Il existe plusieurs niveaux de théorie de l'esprit. Le niveau le plus simple, c'est le niveau 0. C'est ne pas se préoccuper de la vie d'autrui sur une situation donnée. Ensuite, le niveau 1 de théorie de l'esprit, il implique de raisonner à partir de ce que l'autre pense sur une situation donnée. Je vais vous présenter un petit film, c'est en anglais. Je vais vous le passer et puis je le traduirai ensuite pour les personnes qui ne parlent pas anglais. What do you think's in this box? Looks fairly obvious, doesn't it? Crayons. But let me show you. I filled it full of candles. All right? Now I close it up again. While you and I have been having this conversation, Snoopy has been down here asleep. Doesn't know what we've talked about. But let's bring him into the conversation. Now I have another question for you. What do you think Snoopy will say if I ask him what's in this box? Crayons, obviously. What else could anybody possibly say? Well, watch this 3-year-old. What do you think is inside this box? Let's open it up and see. Candle. Now, you can ask the child what appears to be a very simple question about that. What did you think was inside the box when you first saw it? They say, oh, I always thought that there were candles in this box. Then you can ask them about someone else. So you can ask them about Snoopy. Snoopy's been sitting here. He hasn't seen this box. He's never seen us open it up. What does Snoopy think is inside this box? Candles. You can say the same thing. Snoopy will think there are candles inside this box. And what that indicates is that the children's view of how minds work is very, very different from the view that you and I would have. Voilà, alors pour résumer, donc on présente à un enfant une boîte de crayons et on lui demande ce qu'il pense que contient cette boîte. Et évidemment, il va dire des crayons. Et puis on lui montre qu'en fait, cette boîte contient des bougies. Ensuite, on lui dit que Snoopy n'a pas assisté à la scène et on lui demande ce que Snoopy va penser qu'il y a dans la boîte. Et en fait, donc ça demande de se mettre à la place de Snoopy et de mettre de côté ce que l'enfant sait lui-même. Et on voit que c'est pas si simple. Et ce petit garçon de 3 ans, il est persuadé que Snoopy est au courant qu'il y a des bougies dans la boîte de crayons. Il a beaucoup de mal à se représenter que Snoopy n'a pas la même connaissance que lui sur la situation. Donc cette capacité, elle est acquise à peu près autour de l'âge de 4 ans pour l'enfant neurotypique. Et le chercheur Baron Cohen, il a fait passer ce test à 20 enfants avec TSA. Et parmi ces 20 enfants, 16 d'entre eux n'ont pas réussi le test de premier niveau de théorie de l'esprit.
Malgré tout, ce résultat, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il n'y a pas un déficit général de théorie de l'esprit chez les personnes avec TSA, puisque 4 d'entre elles ont réussi le test. Après, il y a un niveau un petit peu plus dur de théorie de l'esprit, c'est juger les états mentaux d'une personne selon les états mentaux d'une autre personne. Donc ici, on a 2 petits personnages, John et Mary. Les 2 connaissent le nouvel emplacement du marchand de glace, mais ne savent pas que l'autre le connaît aussi. Et la question qu'on va poser à l'enfant, c'est où est-ce que John pense que Mary est allée pour chercher une glace? Au nouvel emplacement ou à l'ancien emplacement? Et là encore, il faut mettre de côté sa connaissance, c'est-à-dire le marchand de glace est au nouvel emplacement, et John le sait, et il faut se mettre à la place de l'autre personnage et penser qu'il irait chercher à l'ancien emplacement. Donc ce second niveau, il est atteint chez l'enfant neurotypique un peu plus tard, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué, donc aux alentours de 6-7 ans. Alors, certains sujets avec TSA ont réussi des tâches de théorie de l'esprit du second niveau. Donc, c'est quelque chose qui peut être plus compliqué pour les personnes avec autisme, mais certaines personnes y arrivent. Et il se pourrait que plutôt qu'un déficit général de théorie de l'esprit, elles aient des difficultés à saisir des composantes plus fines, comme par exemple le bluff ou l'ironie. Donc, plus qu'une incapacité générale, on pourrait parler plutôt d'un délai dans l'acquisition des capacités de théorie de l'esprit chez les personnes avec TSA. Au niveau des réseaux cérébraux, globalement, le réseau qui contribue à la théorie de l'esprit, il va impliquer le cortex préfrontal qui est par ici, la jonction temporopariétale qui est par ici, et le lobe temporal sur la tempe, ici. Et ce qu'on observe chez les personnes avec TSA, c'est que ce réseau, il est moins activé que chez les personnes neurotypiques, dans une tâche où on leur demandait de regarder un visage qui les regarde droit dans les yeux. Et le fait de regarder droit dans les yeux, ça implique une intention que nous on détecte sans problème et que les personnes avec TSA pourraient avoir plus de problèmes à détecter. Donc dans cette tâche, on observe des différences comportementales qui sont associées à des différences cérébrales. Et vous verrez que ce n'est pas le cas forcément. Parfois, on observe le même comportement avec des différences cérébrales. Je vais vous présenter maintenant une autre théorie qui est la théorie des neurones miroirs, dont vous avez sûrement entendu parler. Les neurones miroirs, ils ont été découverts par hasard par des chercheurs italiens qui enregistraient des neurones de macaques. Et ils se sont rendus compte que les mêmes neurones déchargeaient lorsque le macaque faisait une action et lorsqu'il observait la personne qui s'occupait de lui faire la même action ou lorsqu'il observait ses congénères faire la même action. Donc ce réseau, il est ici en rouge, il va impliquer les régions frontales et les régions pariétales. Et globalement, le système des neurones miroirs, il est impliqué dans la compréhension de l'action et dans l'empathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place d'autrui. Donc il y a de nombreuses études qui rapportent un dysfonctionnement des mécanismes miroirs dans les troubles du spectre de l'autisme. Par exemple, cette étude de D'Apreto demandait à des sujets neurotypiques et des sujets avec TSA d'observer ou bien d'imiter des expressions faciales. Ce qu'on observait, c'est que les personnes avec TSA, elles réussissaient aussi bien la tâche que les personnes neurotypiques, et en revanche, elles n'activaient pas le même réseau cérébral. Elles activaient moins le système neurone miroir que les personnes neurotypiques, et moins le système neurone miroir était activé, et plus les traits autistiques de ces personnes étaient sévères. Donc ici, on observe un comportement similaire,
Donc dans les actes, la personne fait aussi bien la tâche, mais des activations cérébrales qui sont différentes. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai observé dans mon travail de thèse. On avait observé que dans un environnement social, les personnes neurotypiques activent un réseau social qui est clairement défini. Et les personnes avec TSA, elles, activent des régions différentes du cerveau. Donc, notamment les deux régions ici, en jaune, le gyrus angulaire et le gyrus frontal médian. Et ces deux régions, elles ont été activées dans la résolution de problèmes à l'aide de solutions mises en mémoire et dans les fonctions exécutives de haut niveau. Et ça implique que lorsque nous, neurotypiques, nous sommes dans une situation sociale, on ferait appel à un réseau cérébral classique du traitement social. Et lorsque les personnes avec TSA sont dans le même type de situation, elles vont utiliser une stratégie différente et elles pourraient être à la recherche d'une situation antérieure similaire. Une autre étude a montré à des sujets des visages qui montraient une expression de dégoût où ils les mettaient face à une situation qui les dégoûtait eux-mêmes. Et ce qu'ils ont observé, c'est que le système miroir s'activait moins chez les sujets avec TSA jeunes que chez les contrôles au cours de l'observation d'une expression de dégoût. Et on n'observait plus cette différence entre personnes neurotypiques et entre les personnes avec TSA plus âgées. Donc ça indique que le dysfonctionnement du système des neurones miroirs pourrait s'atténuer avec l'âge et avec l'entraînement. Donc c'est une étude qui est très positive et très encourageante. Je vais vous présenter maintenant une théorie qui est plus centrée sur les comportements restreints et la résistance au changement. Dans le développement typique de l'enfant, le traitement de l'information va permettre de construire une signification globale à partir de différentes informations. C'est ce que les chercheurs, l'équipe de Fritt, a appelé la cohérence centrale. Et cette tendance à traiter l'information globalement plutôt que localement explique pourquoi il nous est beaucoup plus facile de nous souvenir d'un ensemble cohérent d'informations plutôt que d'un ensemble aléatoire, comme une liste de numéros de téléphone par exemple, où on n'aura aucun moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Et cette capacité à construire une vision globale pourrait être déficiente chez les personnes avec TSA. Pour AP et Fritt, deux chercheurs, il s'agirait plus d'un style cognitif que d'un déficit à part entière. Parce que ce style cognitif expliquerait certaines difficultés des personnes avec TSA, mais ça expliquerait aussi certaines capacités qu'elles ont, comme la capacité à retenir des listes d'éléments sans lien logique entre eux. Par exemple, certaines personnes avec TSA en sont capables, pas forcément toutes, mais plus que chez les neurotypiques. Et ça rejoint le témoignage d'un patient qui a participé à l'une de mes études de thèse. C'est une personne qui aime beaucoup faire des jeux de société. Il est dans la salle, donc j'en profite pour le saluer. Il explique, lorsque je joue donc à des jeux de société, je ne suis pas réceptif aux explications globales sur le but du jeu. J'ai besoin d'expérimenter des exemples concrets pour expérimenter le plus de situations possibles. Puis j'apprends peu à peu à faire le lien entre ces exemples, mais ça me prend beaucoup de temps. Donc c'est un témoignage qui rejoint tout à fait cette théorie de la cohérence centrale. Et on comprend, à travers cette citation, le besoin d'un grand nombre d'exemples pour les personnes avec TSA pour avoir l'image globale de la situation. Enfin, il y a une théorie unificatrice qui a été proposée récemment. En 2011, Kian et Lipkin ont proposé que les personnes avec autisme présenteraient un style d'apprentissage différent. C'est une théorie qui est intéressante. Elle postule que les personnes neurotypiques, elles,
auraient un style d'apprentissage que l'on appellerait par interpolation. Donc là, on voit un nuage de points, et les personnes neurotypiques, elles emmagasineraient les expériences avec moins de détails que les personnes avec TSA, mais elles seraient capables de saisir la tendance générale de chaque situation. Les personnes avec TSA, elles auraient plutôt un apprentissage que l'on dirait par table de correspondance. Alors pourquoi ce nom un peu bizarre ? Une table de correspondance, c'est un terme informatique qui va désigner une table qui permet d'associer arbitrairement certaines valeurs entre elles. Donc, selon ce schéma, la personne avec TSA emmagasinerait chaque expérience avec énormément de précision, plus que les personnes neurotypiques, mais elle aurait du mal à saisir la tendance générale. L'intérêt de cette théorie, c'est qu'elle permet d'expliquer certaines spécificités des personnes avec TSA dans différents domaines. Par exemple, le domaine social, qui est un exemple quasiment parfait de domaine avec des données excessivement bruitées qui nécessitent un traitement global. Et donc ça expliquerait les difficultés expérimentées par ces personnes dans le domaine social pour saisir la tendance générale et ignorer le cas par cas. Ça expliquerait aussi certaines spécificités qu'on observe dans le domaine sensoriel. L'apprentissage par table de correspondance, il ne permet pas de comprimer l'information. Donc la personne avec TSA, elle pourrait très vite expérimenter une saturation sensorielle, puisqu'elle emmagasine chaque expérience avec une grande précision. Ça expliquerait aussi certaines observations dans le domaine des intérêts restreints. L'apprentissage par table de correspondance, il va permettre l'apprentissage d'un répertoire limité de comportements, parce qu'on ne peut pas apprendre un répertoire illimité. Et donc la résistance au changement, elle pourrait résulter d'une stratégie pour éviter d'être saturée par les informations de l'environnement. Alors évidemment, cette théorie, elle n'explique pas tous les symptômes qu'on observe dans les TSA. Mais son intérêt, c'est d'expliquer des symptômes qui touchent des domaines différents. Et en résumé, elle postule un style d'apprentissage différent qu'il va falloir transformer en atout. Et là encore, pour reprendre une citation d'un patient qui expliquait « Je peux m'adapter à ce qui est imprévisible, mais il me faut du temps. Une fois que l'on m'a laissé gérer cette situation à mon rythme, je peux m'y adapter de plus en plus vite. » Donc c'est une citation très positive qui montre que les personnes avec TSA peuvent s'adapter à leur environnement, même imprévisible, mais il faut aussi que nous, on puisse s'adapter à leurs spécificités. Alors, comment intégrer ces éléments dans la vie quotidienne ? Tout d'abord, il faut identifier les éléments qui compliquent la prise de décision pour les personnes avec TSA. Alors, une équipe de chercheurs, Luc et al., ont proposé des questionnaires à 38 personnes avec TSA. Et ce qui ressortait de leurs réponses, c'est que 3 éléments compliquent énormément la prise de décision pour les personnes avec autisme. Le premier, c'est le fait d'être pressé par le temps, qui est une grosse source de stress pour elles et donc qui complique leur prise de décision. Le deuxième, c'est le fait que la prise de décision implique un changement de routine. Et le troisième, c'est qu'elle implique une interaction sociale. Et tout ça, ça va se traduire par des stratégies qui sont parfois inadaptées, comme par exemple l'évitement. Les personnes avec autisme vont éviter au maximum de prendre une décision jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus repousser cette échéance. Elles vont aussi pouvoir utiliser des règles préconçues qui ne vont pas toujours être adaptées à la situation. Et puis surtout, ça va générer de l'anxiété et un épuisement de la personne. Donc au quotidien, il faut d'abord traiter ces 3 éléments, le fait d'être pressé par le temps, le fait de changer les habitudes et les interactions sociales séparément
et on va ajouter un degré de difficulté à la fois. Et puis aussi, il faut surveiller les signes d'anxiété et de fatigue de la personne et ne pas pousser les séances de travail au-delà. Parce qu'une fois que la personne est fatiguée, on va juste générer de l'angoisse et du stress et on n'apprendra plus rien. Ensuite, il va falloir travailler les mécanismes attentionnels. Il y a plusieurs études de neurosciences qui montrent des anomalies au niveau des mécanismes attentionnels dans l'autisme. Donc, par exemple, des anomalies concernant le désengagement de l'attention. La personne avec autisme va regarder une information qui est pertinente, et puis quand l'information ne devient plus pertinente et que c'est une autre qui devient pertinente, elle va avoir du mal à switcher son attention. Et puis, globalement, des difficultés à diriger l'attention vers l'information pertinente. Et dans mon travail de thèse, j'avais montré que le réseau attentionnel est, de façon globale, moins activé dans un environnement imprévisible qui nécessite pourtant de faire attention à ce qui se passe autour. Donc, globalement, ces personnes ont un problème attentionnel global qui va expliquer en partie leur intolérance au changement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les consignes qui leur sont données peuvent influencer leur activation cérébrale. Alors, il y a des chercheurs qui avaient proposé une tâche à des personnes avec TSA où il fallait percevoir un stimulus nouveau dans une série de stimuli. Donc, par exemple, on a bip, 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 et puis bop, et à nouveau des bip, bip, bip. Et les personnes avec TSA avaient été mises soit dans une situation passive, où on ne leur donnait aucune consigne, on leur faisait simplement écouter ces sons, soit on les mettait dans une situation active, on leur donnait une consigne en disant « Attention, il va y avoir un changement et on va vous demander de le détecter ». Dans la situation passive, on observait chez ces personnes une plus faible activation du réseau attentionnel. En revanche, dans la situation active, les personnes avec TSA répondaient plus vite que les neurotypiques et elles répondaient tout aussi juste qu'elles et elles montraient une plus forte activation du réseau attentionnel que les personnes neurotypiques. Donc cette étude, elle nous montre à quel point les consignes données sont déterminantes. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que les personnes avec TSA, avec les bonnes consignes, elles ont de meilleures performances que les personnes neurotypiques. Donc au quotidien, il va falloir privilégier des consignes simples et sans ambiguïté. Ensuite, pour travailler la communication et les interactions sociales, on a vu dans les études scientifiques que je vous ai présentées que les personnes avec TSA peuvent réaliser des tâches qui font appel à la théorie de l'esprit en activant un réseau cérébral différent. Donc elles font exactement les mêmes tâches que nous, mais en utilisant une stratégie différente. Et l'important, c'est bien qu'elles arrivent à faire la même chose, même si c'est différemment. Et on a vu également qu'elles ont besoin de voir un grand nombre d'exemples. Dans le documentaire « Le cerveau d'Hugo », qui était diffusé il y a un an ou deux, il me semble que c'est Joseph qui racontait un épisode de son enfance où il expliquait qu'un jour, il s'est dit « Cette fois, c'est bon, je vais me faire des copains dans la cour de récréation ». Et donc, il va voir un de ses camarades, et puis il lui dit « Bonjour monsieur », parce qu'il pense que c'est ce qu'on dit à une personne quand on lui dit « bonjour », c'est ce qu'il a appris. Mais on comprend dans cet exemple que la personne avec autisme, elle a besoin de voir un très grand nombre d'exemples, et on ne dit pas « bonjour » de la même façon, selon qu'on s'adresse à un adulte ou à un enfant. On ne dit pas « bonjour » de la même façon si on a déjà croisé la personne dans la journée, etc. Donc au quotidien, il faut donner un très grand nombre d'exemples à la personne pour lui permettre de généraliser un apprentissage. Ensuite, il faut tenir compte de la sensibilité au changement des personnes avec TSA. Elles ont une plus grande sensibilité que les personnes neurotypiques au changement, et ça va se traduire par une plus grande distractibilité dans des environnements très riches en stimulation, comme peut l'être l'école.
Et cette caractéristique, elle pourrait être liée à une perception augmentée des changements, même infimes, de l'environnement, comme ça l'a été proposé par des chercheurs de Toul. Donc tous les changements, mineurs ou non, semblent attirer l'attention des personnes avec TSA. C'est un peu ce qu'on voyait dans le film tout à l'heure. Le mouvement de l'horloge, pour nous, ce n'est pas un changement pertinent et on va le mettre de côté. Mais pour la personne avec TSA, il n'est pas moins pertinent qu'un autre élément de l'environnement. Et donc, on comprend que la personne avec TSA, elle a des difficultés pour sélectionner l'information pertinente dans un environnement bruité. Donc, au quotidien, il va falloir privilégier un environnement de travail calme, il faut éviter la surstimulation et il faut utiliser des supports de travail sobres. Donc, on peut s'aider de supports adaptés. Par exemple, des supports visuels vont pouvoir aider à structurer le temps, à réduire l'incertitude et à rendre concret ce qui a été dit ou ce qui est signalé. Donc, ça peut prendre la forme d'emploi du temps, de schémas d'activité ou d'aide à la transition, par exemple. Et le support tablette peut être intéressant, déjà parce qu'il est transportable partout. Alors, il y a Learn Enjoy dont je fais partie, mais il y a aussi d'autres sociétés qui proposent des applications intéressantes, comme par exemple eSequence, qui permet de faire du séquençage de tâches. Alors, le support tablette, ce n'est pas qu'un gadget pour la personne avec autisme. Il y a une étude scientifique qui a comparé les manipulations de personnes avec TSA sur support tablette et sur support papier. Il s'agissait de 7 enfants entre 5 et 7 ans. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait plus de manipulations correctes avec le support tablette et beaucoup moins de manipulations parasites que sur le support papier. Et puis, on observe que la personne avec autisme, elle regardait beaucoup plus le support, donc ce qu'on lui montrait, et elle regardait beaucoup moins ailleurs que sur support papier. Donc, au final, la tablette, elle permet une motivation et une attention augmentée, et elle génère moins de manipulations parasites. En conclusion, on a vu qu'il reste beaucoup d'inconnus, tant sur les causes que sur l'évolution de la prévalence, et on n'a pas encore atteint une explication unificatrice des différents symptômes dans l'autisme. Ce qu'il faut retenir, c'est que les personnes avec autisme, elles ont un style d'apprentissage différent dont il faut tenir compte. Il faut également adapter leur environnement avec des échelles visuelles, des consignes simples. On a vu à quel point les consignes peuvent tout changer dans la réalisation d'une tâche attentionnelle. Il faut également privilégier les supports sobres et un grand nombre de répétitions, et le support tablette peut être intéressant pour ces personnes. Et puis on a vu également qu'il ne faut pas hésiter à décomposer les apprentissages. Comme l'a dit Madame Cazé tout à l'heure, la plasticité cérébrale fait que les apprentissages favorisent les nouvelles connexions neuronales et il faut privilégier des interventions précoces. Dans les premières années de développement, ce sont les moments où le cerveau est le plus plastique. C'est ce qu'on voit avec, par exemple, les rapides capacités d'apprentissage des nourrissons ou les récupérations très impressionnantes des enfants cérébro-lésés. Donc le but de l'intervention précoce, c'est de capitaliser sur cette plasticité du jeune enfant pour minimiser les déficiences qui pourraient apparaître par la suite. Et ça explique la nécessité d'un diagnostic précoce. Mais je veux aussi appuyer sur le fait qu'on apprend tout au long de la vie et que le cerveau est plastique tout au long de la vie. Si je me mets au tennis maintenant, j'aurai un petit peu du mal, mais je vais faire des progrès. Et ça, c'est dû à la plasticité de mon cerveau. Donc, il est possible pour les enfants comme pour les adultes de mettre en place de véritables rééducations neurofonctionnelles. Et ça va permettre d'enseigner des compétences importantes pour les personnes avec TSA dans différents domaines, comme l'attention, les compétences sociales, l'autonomie, l'intégration à la communauté
et puis les connaissances préscolaires, scolaires et puis professionnelles pour les adultes. Je vous remercie de votre attention. La conférence est maintenant terminée. Nous remercions le docteur Robic pour son intervention et au public pour votre attention et nous vous invitons à retrouver le docteur Robic sur le forum.